J'ai passé mon enfance en Limousin, entourée de ma famille. Je voyais mes grands-parents paternels au moins une fois par semaine pour le repas dominical. Je partais souvent avec eux dans leur maison de campagne où je faisais la chasse au dorifort dans les plants de pommes de terre. Ayant toujours vécu en ville, m'installer à Paris ne fut pas un si grand choc. Mais j'ai longtemps gardé une certaine nostalgie de la campagne limousine, matinée d'une revendication orgueilleuse de mes racines et d'une volonté constante de louer ma région natale. Le Limousin, ses paysages monteux, ses taillis, ses peux, ses prés vacheux. Mes grands-parents, Adrienne et Jean, sont nés dans cet Éden en 1922, époque que petite je pensais proche des dinosaures. Ils parlaient quelquefois de leur propre enfance. Bien des années plus tard, j'ai eu envie de les interroger encore une fois afin de sauvegarder leurs témoignages. Ils ont accepté avec gentillesse de partager leurs souvenirs, de se replonger avec moi dans leur propre monde perdu. C'était tous des petits cultivateurs, à part, je te dis, une petite... c'était la petite fille de ma grand-mère qui avait un petit commerce. C'était terrien, hein. C'était terrien. Et toi, papy aussi? Là, pareil. C'était la terre, cultivateur. Et vous aviez quoi comme bête? Chez nous, il y en avait 5. 5 quoi? 5 vaches. 5 vaches. Nous, je crois qu'il y en avait 2, 3 ou 4. C'était petit, hein. C'était les petites propriétés. Ils étaient solidaires. Celui-là, quand il y avait les travaux de ferme, qui étaient très importants quand même, le ramassage des foins, qui n'était pas le modernisme d'aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, on coupe une prairie en 2 demi-heures, 1 heure, on a coupé 7 ou 8 acres de foin. Autrefois, il fallait des semaines et des semaines. Quand les premiers avaient fini, ils étaient aux autres. Ils aidaient aux autres. Ils aidaient aux autres. Personne ne laissait sa récolte dehors. Que ce soit pour le foin, pour le blé. On faisait la fête quand le ramassage du foin était fini ou le ramassage du blé. Alors, il y avait la batteuse, c'était pas comme maintenant. La batteuse, ça bat dans le champ. Là, on rassemblait le foin dans la grange et on amenait la batteuse dans toutes les maisons. Le blé. Le blé. Oui. On amenait le blé dans toutes les granges. Chaque propriétaire amenait son grain dans sa grange et la batteuse venait, mais il fallait être au moins 25 hommes pour faire marcher la batteuse. Alors c'était une grande fête. Le soir. Alors là, c'était... Le soir, c'était... Alors là, c'était... Ça chantait, ça dansait jusqu'à minuit. 2 heures du matin. Ça chantait jusqu'à 2-3 heures du matin. Chacun chantait sa farandole, c'est le cas de dire. Oh, c'était toujours les mêmes farandoles, et puis d'un qui n'est pas jour. Mais vous la connaissez peut-être. C'est une chanson patois. D'un qui n'est pas jour, quel le no queraio, d'un qui n'est pas jour, quel le no d'amour, queraio, queraio, queraio toujours, queraio, queraio, queraio toujours. S'il m'est arrivé de veiller avec mes grands-parents, ce fut souvent devant Michel Drucker et pas tellement au coin de l'âtre à casser des noix ou fabriquer des paniers. Cependant, jusqu'à récemment, je recevais régulièrement des noisettes et des noix fraîches, de jolis petits paniers miniatures et des casse-têtes en bois dont je connaissais bien évidemment le secret pour les avoir démontés et remontés 1000 fois avec papy. Je m'imaginais donc leurs longues soirées d'hiver comme ces images d'Épinal de la veillée laborieuse au coin du feu. Que racontait-on en ce temps-là dans les campagnes? Quelles étaient les histoires contées par les grands-parents à leur progéniture en chemise de nuit? Il parlait surtout, moi, je connaissais la guerre de 14-18 par cœur. Hein. Mon père ne passait pas de jour sans en parler. Oui, ils en parlaient tous parce qu'ils avaient, je crois, c'était comme un traumatisme, moi, je crois, qu'ils avaient vécu. Hein. Quelquefois, on se demandait s'il n'y avait pas d'exagération. Quand on est enfant, on disait, mais c'est pas vrai, mais c'est pas possible, mais ceci. Mais il racontait la vérité.
Et ils se sont battus où, vos parents, pendant la guerre de 14? Ben, ils ont fait, tu connais, je ne sais pas si tu as vu l'histoire, ils ont vu Verdun. Verdun, Le chemin des dames, là Des où, dames. où papa a perdu son frère. Ah, mais ils racontaient tout, un peu leur vie. C'était pas toujours très, très drôle, mais il y avait toujours un peu d'humour quand même. Dans ces campagnes, c'est toujours. Ils étaient surtout très familles. Hein. Les familles étaient très nombreuses. Ils arrivaient quelquefois à se réunir. Les cuisines, elles étaient immenses. On se réunissait, par exemple, quand on tuait le cochon. C'était la fête. On invitait la famille. Alors, c'était pas des repas qui étaient légers. Hein. Alors, on mangeait d'abord la soupe de boudin. Ensuite, il y avait les boudins grillés. Alors, c'était souvent les champignons qui venaient avec. Lesquels? Ah, c'était les cèpes. Les cèpes, parce qu'à À ce moment-là, il y avait des cèpes. les champignons. Les champignons, ils étaient cèpes. Hein. On faisait de ces plats de cèpes, c'était pas. C'est grand. Tu sais, le plat comme ça de cèpes hein, qui accompagnait tout ça. Il y avait la salade. Et il y avait surtout la tarte aux pruneaux. La pâte briochée, la tarte aux pruneaux. C'était pas léger, mais c'était bon. C'était que les femmes qui faisaient la cuisine? Ah oui. Oui. Oh, les hommes avaient trop de travail en dehors. Hein. Ah, mais pour le cochon, tout le monde aidait quand même. Hein. Et quand on tuait le cochon, on emportait un morceau à tous les voisins. Et il y avait le retour après, quand ils tuaient les leurs. Ah oui, parce qu'on faisait 200 boudins, mais il fallait bien compter 100 qui partaient, même peut-être plus 100. Hein. Et ça revenait, quand ils tuaient le leur, ils le remportaient. Ah, il fallait se promener avec son rôti et ses boudins. Non. C'était tout le village qui se groupait. Je trouvais ça sympa. C'était sympa. On était pauvres, mais on n'était pas miséreux. C'est pas ça, la pauvreté. On n'était pas malheureux. Hein, parce qu'il y avait une très, très bonne ambiance. Très, très bonne ambiance. Les gens s'aimaient beaucoup, se connaissaient tous. On ne vivait pas dans un cercle isolé, hein, pas du tout. Pas du tout le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire? Je crois qu'il y a plus d'indifférence. À mon avis, hein, je ne sais pas si je dis vrai, mais il y a beaucoup plus d'indifférence. Je me souviens que mamie m'a souvent raconté qu'elle n'aimait pas s'occuper des bêtes. Elle en avait peur. Je pense qu'elle avait une grande admiration pour mon autre grand-mère, qui avait grandi à Limoges dans une famille bourgeoise, qui était allée à l'école des bonnes sœurs, avait appris le piano et la peinture. Je me suis demandé à quel point mamie aurait voulu naître citadine. Mes grands-parents continuaient à parler occitan entre eux quand nous étions petites, ce qui nous faisait beaucoup rire, ma sœur et moi. Papy aurait voulu nous l'apprendre, mais mamie a toujours refusé énergiquement. Elle avait peur que ses petites filles ne soient plus capables de parler français. Et à la maison, vous parliez occitan? On parlait patois. Je suis née en 22, donc jusqu'en 30, hein, on parlait patois. Et puis après, les maîtresses à l'école se fâchaient. Parce que dans nos rédactions, on retrouvait des formules patoises qui ne correspondaient pas toujours à ce qu'on nous... Alors, les gens se sont mis à parler français aux enfants. Hein. Et donc à l'école, vous étiez obligé de parler français? Ah oui. Oh, ben bien sûr. Hein. Il n'y avait pas de patois à l'école. Hein. Les maîtresses... moi, j'étais à l'école à 5 ans, j'étais à l'école à 27. Et on parlait français. Hein. J'avais 7 ans, je ne voulais pas y aller. Et mes parents n'avaient rien fait pour m'y faire aller. Il a fallu que ce soit une voisine qui, un beau jour, me prenne et qui m'amène. On ne rentrait qu'à 5 ans. Hein. Mais quand même, il y avait tous les cours jusqu'au certificat d'études. C'était un cours unique. Hein. Nous étions 60. Oui, moi aussi, j'étais 60. C'était les grands qui apprenaient à lire les petits. Il y avait un collège à Chalut.
S'il avait été ouvert plus tôt, j'aurais été au collège. Tout ce que je regrettais dans ma vie, c'est de ne pas avoir pu continuer mes études. Et je me disais que si j'avais des enfants, je me rapprocherais par n'importe quel moyen des villes pour pouvoir leur faire suivre des études. Ça a été la mort des campagnes, d'être isolé. Moi, je ne voulais absolument pas rester à la campagne, parce que la campagne, elle a eu des moments très durs jusqu'en 39. Ça a été une misère noire. Hein. Les bêtes ne se vendaient pas. Et presque toute la jeunesse à ce moment-là a essayé de partir. Ceux qui étaient en ville, ils ont eu un privilège sur nous. Ils ont peut-être connu même avoir plus faim que nous hein, pendant des périodes. Mais ils étaient à côté de la ville. Hein. Ils ont pu prendre des métiers. Je me rends compte que tous ceux qui sont partis s'en sont sortis. Tandis qu'on était bloqués. Alors j'ai appris la couture à contre-cœur. Hein. J'ai travaillé pendant 2 ans d'apprenti. Mais ce n'était pas drôle l'apprentissage, parce qu'on ne gagnait pas un rond et on travaillait beaucoup. C'était à 4 km de Pauillac encore. Je partais à 4 km. Hein. Je partais le matin, j'embauchais vers 8 heures. Tu partais comment? À pied, en vélo, souvent à pied. Mais on travaillait jusqu'à 6 heures le soir, plus tard même l'été. Et on veillait ensuite quand on avait dîné. Des fois, j'ai veillé jusqu'à minuit. Hein. En travaillant? En travaillant. Et je ne gagnais pas un sou. Et puis la guerre a éclaté. Ça a été la guerre de 39. Il n'y a plus eu de travail. Et alors, chez moi, ça a été le centre de démobilisation. Vous avez vu ce petit village, et il y est passé 10 000 soldats. Alors là, moi, j'ai gardé des souvenirs amers, pas autre chose, des souvenirs amers. Je les vois encore arriver. Ils sont arrivés le 17 juin. Le jour de mon anniversaire, ils sont arrivés. J'avais 18 ans. Ils ont réquisitionné toutes les maisons où il y avait de la place. Alors chez nous, le quartier général était en face. C'était l'institutrice qui avait fait construire cette maison. Ils ont installé là le général. Et ces messieurs qui servaient le général, qui étaient ses cuisiniers, venaient coucher chez nous. Et cette pauvre dame, j'ai entendu un jour, je l'ai entendu de mes propres oreilles, « Oh là là, on ne va pas faire la vaisselle longtemps, tu vas voir. On va se mettre à lui casser des assiettes, comme ça elle fera la vaisselle. » C'était, oh, je disais, mais c'est ça l'armée, mais c'est ça l'armée. Pour employer les jeunes, on nous a embauchés pour aller faire le bois en Auvergne, dans les forêts qui étaient inaccessibles. Personne ne voulait faire ce bois. Alors on a embauché les jeunes pour aller faire ce bois. Moi, j'ai perdu un doigt. Après, j'ai gagné le maquis. À la fin de mes 8 mois de chantier de jeunesse, on nous a envoyé une permission de 8 jours et après, direction l'Allemagne. Alors, au lieu d'aller en Allemagne, moi, j'ai pris le maquis. J'ai pris le maquis. On a fait des trous dans les forêts, là-bas en face, de Vassou, là-bas, et on couchait dans des trous, là. Mais les jeunes, on n'avait que les fusils de la guerre de 14 de nos parents, ils s'amusaient à tirer n'importe où, et il y avait un monsieur qui faisait les feuillards pas loin de nous. Il a dit, faites attention, les gendarmes de Jumillac m'ont dit qu'après le 15 août, il y aura une descente de police. Oh, ils peuvent venir, les chefs du maquis ont dit, ils peuvent venir, on les attend. Quand j'ai vu ça avec 2 ou 3 copains, on s'est tiré. On s'est tiré comme aujourd'hui, et puis comme demain soir, la milice est venue faire une descente, ils ont mis le feu à la forêt, ils en ont ramassé une dizaine,
Mais nous, on était tirés. Quand on était dans les camps. Hein. Après, je suis resté chez moi. On avait battu à la batteuse. J'ai fait un trou sous la paille. Et je restais là toute la journée. Je sortais que la nuit. Comme c'est sur le bord du taillis, je sortais la nuit dans le taillis, me promener. Et je vais te faire voir un panier que j'ai fait tant que j'étais caché dans le taillis. J'ai fait un panier, je m'amusais la journée comme je pouvais. On a eu une drôle de jeunesse. Hein. On a vécu des moments difficiles. Hein. On a pleuré souvent. Hein. Parce qu'on se demandait ce qu'on allait voir tous les jours. Hein. Parce qu'ils nous en ont fait. Moi, ils ont fusillé un de mes cousins. Parce qu'il avait prêté son four. Parce qu'il avait prêté son four pour faire du pain à ces jeunes. C'était des Limougeaux. Il y avait les deux frères Roufineau, qu'on connaissait bien parce que quelquefois on les voyait, qui se promenaient, qui venaient dans les villages aux heures creuses, aux heures où ils ne risquaient à peu près rien. Il avait prêté son four pour qu'ils fassent cuire leur pain. Et puis il y a eu toujours, tu sais, dans les villages, il y en avait toujours qui étaient contre. Ils ont dû appeler, la milice est venue. Il a entendu du bruit. Il était dans les champs. Hein. S'il n'avait pas su revenir, peut-être ça se serait mieux passé. Ils ont fusillé ces 6 malheureux qui faisaient le pain. Et quand il est arrivé, ils l'ont mis en face de la grange. Et devant les yeux de ses parents, ils l'ont fusillé. Ils l'ont fusillé. Oh, c'était triste. Qu'est-ce qu'on a pu pleurer? Oh là là. Qu'est-ce qu'on a pu pleurer? Notre adolescence était bien belle à côté de nos 18 ans après jusqu'à... Je suis resté 3 mois couché sous la paille, moi, dans un trou, parce qu'on avait battu à la batteuse, il y avait un tas de paille. Avec la transe, hein? J'avais fait un trou, et puis je dormais là-dedans, et je sortais la nuit. Et qu'est-ce que vous faisiez dans la résistance, toi, dans ton groupe? On faisait rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Et il y en avait qui faisaient des imbéciles à tirer des coups de feu. Non, vous ne faisiez rien du tout. Vous teniez tête quand même, parce que ils les croyaient mieux armés qu'ils n'étaient. Il y en a beaucoup qui se sont fait tuer, c'est parce qu'ils ont fait des imbéciles. Ils ne restaient pas cachés. Ils ne restaient pas cachés, mais ils ne pouvaient pas toujours rester cachés. Il fallait faire voir aussi le mouvement actif de la raison pourquoi ils se battaient, qu'ils étaient contre Vichy. J'ai assisté à un parachutage à Chalut, là-bas. Il y avait, oh là là là, je ne sais pas combien d'armes. Il a fallu qu'on aille réquisitionner des vaches chez un cultivateur pour ramasser toutes les armes qu'il y avait. Mais les dirigeants, eux, il y avait de l'argent dans des conteneurs. Moi, le premier conteneur que j'ai ouvert, ça a été des chaussures. J'avais pas de chaussures parce que qu'est-ce que j'étais content, même les copains, de nous chausser comme ça. Et après, j'ai ouvert où il y avait des fusils et des armes qu'on a chargées dans des charrettes, qu'on a emmenées chez des paysans et qu'on a distribuées aux gens qui en voulaient, quoi. C'était à la libération de Limoges. Ça a été, il paraît, moi je n'ai pas vu, mais ça a été la liesse. Hein. Et tu as trouvé un travail à la SNCF quand? En 45, j'ai trouvé le chef de gare de Bussière qui m'a fait faire une lettre. Et 3 semaines après, même 15 jours après, je suis été convoqué. J'ai passé un petit examen. J'ai été embauché d'abord. Qu'est-ce que tu faisais exactement comme métier? J'étais aiguilleur. Et vous vous êtes connus comment? On s'est connus au bal, parce qu'il y avait les balles. C'était juste repris. Mais il y en avait à Firbex, il y en avait à Bussière, il y en avait un peu partout. Hein. Et moi, j'avais fait ma nuit, j'allais danser quand même à Firbex. Et alors, comment ça s'est passé, la rencontre? Hop, on a dansé, on s'est peut-être revus, on s'est mariés un an après. Un an après. Et vous avez des souvenirs de quand vous vous êtes vus la première fois? Oh, je ne sais pas trop. Je ne sais peut-être pas trop, tu sais. On ne peut pas dire qu'on a des souvenirs à... Bon. On dansait ensemble. Oui, puis on a peut-être eu... J'étais accompagné sur la moitié du chemin. Oui, puis C'était fixé rendez-vous pour le dimanche d'après. Puis ça continuait. Hein.
Et comment ça s'était passé le mariage? Ça a été un mariage à l'église? Ah oui, oh, tu sais que nous, on n'aurait pas accepté un mariage civil, moi, dans la famille. Hein. On n'aurait jamais accepté que je me marie civilement chez nous. C'était, chez papy peut-être, ça aurait été... Oui, parce que chez moi, j'avais eu une tante que le curé lui avait fait un petit. Alors là, ça n'a pas été question d'aller à l'église, Il en a fait les frais. au catéchisme, ni rien du tout. Oui, il y avait une liaison. Enfin, c'était juste ou pas juste, moi, je n'en sais trop rien. Enfin, on a... Il ressemblait bien au curé. Hein. Enfin, si tu... C'est un brave gars. Hein. Non, si tu veux. Il n'y a pas longtemps qu'il est mort, il n'y a pas tellement longtemps. Hein. Si tu veux, si tu veux. Ne touche pas toujours ça. J'aurais pu prendre un travail. À ce moment-là, le travail ne manquait pas. Je pouvais rentrer aux Dames de France. Tu vois, ça s'appelait, c'était un grand magasin. Ça s'appelait aux Dames de France comme vendeuse, retoucheuse, quelque chose comme ça. Mais je ne pouvais pas. À cause de Pépé et Mémé que j'avais laissés, qui étaient très âgés. Tous nos congés, on les passait là-bas. Mais je me suis tout de suite habituée. Moi, tout ce que je souhaitais, c'était de me sortir de la campagne. Adrienne a réussi à faire ce qu'elle désirait. Partir, aller à la ville et donner à ses enfants la chance de faire des études. Mes grands-parents n'ont pour autant jamais vraiment quitté la campagne. Ils revenaient à Pauillac dès qu'ils le pouvaient, s'occuper de mon arrière-grand-mère. Ils allaient aussi s'occuper de la maison de Vassou, où je me souviens avoir passé des vacances toutes petites. Un matin, alors que je devais avoir 4 ou 5 ans, le téléphone a sonné très tôt pour un dimanche. Mon grand-père téléphonait à mes parents pour leur dire que Vassou avait brûlé. La maison où il était né, où son père était né. Je n'ai pas eu le courage de lui en reparler. Ils ont acheté une maison à Séreillac, un peu plus près de Limoges que leur pays natal, mais pas si loin que ça. Une maison neuve, avec un grand jardin où papy peut cultiver ses légumes. Il n'y a pas si longtemps, il fauchait encore la pelouse au lieu de la tondre, à ma grande admiration. Quand je reviens de la campagne, là, de Séreillac, on a encore la chance d'avoir un voisin qui est retraité, mais qui s'occupe... Il travaille beaucoup. Qui travaille beaucoup, qui a des poules, des lapins, des... Alors j'arrive, ici c'est ma distribution. Hein. 6 œufs pour celle-là, une douzaine quand ils y sont, une douzaine pour là. C'est qu'ils s'achètent dans les oui, surfaces. Ça n'a rien à voir. Et bien je pars, quand j'arrive à 10h30, avec la causette que je fais chaque fois, il me faut ma fin de matinée. Mais enfin c'est sympa. Hein. On aime partager certaines choses de la vie. On partage un peu tout, les joies et les peines, c'est vrai. On me demande des nouvelles que sont devenues vos petites filles. Ah ben je dis, elle a sa situation maintenant. On est dans un très beau quartier. On est dans un quartier... Ça rappelle un peu Pauillac. Hein. On se connaît tous, on est venus tous ensemble, tous en même temps. On est très solidaires. Tu as remarqué le jardin, là, entre nos 2 voisins, il n'y a pas de clôture. Hein. S'il n'y a pas de persil, tu vas chez le voisin. Si tu as besoin de ci, tu y vas. Puis voilà, c'est... On a gardé peut-être cet esprit de campagne. Tengirne paso que loluno que rayo, tengirne paso que loluno damu, que rayo, que rayo, que rayo tuzo, que rayo, que rayo, que rayo tuzo. Tengirne paso que loluno que rayo, tengirne paso que loluno damu. Que rayo, que rayo, que rayo tuzo, que rayo, lo ne mai lo zu.